Bienvenue à tous à cette activité Informagro, dont le thème aujourd'hui sera développer et améliorer ses produits ou des produits par la co-création culinaire. Donc, c'est une présentation de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval, donc l'INAF. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Louise Corneau et Élodie Boniface de l'INAF qui vont vous partager une présentation d'une durée approximative de 45 à 50 minutes. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à mettre vos questions dans le chat et elles seront répondues à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à le faire. On va partager les écrans. Donc, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir les vidéos ouvertes non plus, puisque l'activité est enregistrée et sera disponible sous forme de webinaire. Donc, merci à tous. Bonjour à tous, c'est parti Louise. Oui, parfait. Alors, je vais démarrer la présentation. Donc, il nous fait plaisir à ma collègue Élodie Boniface et moi d'être avec vous aujourd'hui pour une courte présentation sur une démarche novatrice mise sur pied par le Service de soutien à l'innovation de l'INAF en 2018. La méthode d'innovation par co-création culinaire et vous présenter tout son potentiel pour réaliser le développement de vos produits. Donc, je me présente, je suis Louise Corneau, je suis nutritionniste professionnelle de recherche à l'INAF et membre de l'équipe de co-création culinaire là, de l'INAF. Donc, brièvement, là, comment va se dérouler la présentation? Je vais d'abord vous parler un petit peu de notre institut de recherche, l'INAF. Par la suite, Élodie va prendre le relais pour vous parler un petit peu plus en détail de l'innovation dans le secteur bioalimentaire. Et on va rentrer ensuite dans le vif du sujet qui est de vous présenter la co-création culinaire. Puis on va vous présenter 3 beaux exemples de projets qu'on a réalisés avec des entrepreneurs au cours des dernières années. Donc, ça pourra vous mettre vraiment dans le bain de qu'est-ce que c'est de mieux vivre le processus de co-création culinaire. Donc, je ne sais pas si moi-même je peux changer les diapos. Non, je vais pouvoir les dérouler, Louise, au fur et à mesure. C'est parfait. Alors, juste vraiment pour vous mettre en contexte, là, pour vous présenter notre institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. On est situé à l'Université Laval. On existe depuis le début des années 2000, donc depuis à peu près une vingtaine d'années. On est considéré comme le plus important regroupement de chercheurs au Canada qui est dédié à la recherche à l'innovation dans les domaines des aliments, de la nutrition et de la santé. Donc, le lien entre les aliments et la santé. En gros, je vous dirais, directement et indirectement, il y a environ 750 personnes qui gravitent autour de l'INAF, 127 chercheurs et chercheuses, 15, je vous dirais qu'on est vraiment pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Donc, on regroupe 15 institutions d'enseignement, mais je vous dirais que majoritairement, c'est la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Mais il y a aussi des chercheurs de la faculté de médecine, pharmacie, de d'autres universités là, qui sont rattachées à notre institut. 150 professionnels, beaucoup d'étudiants gradués, stagiaires postdoctoraux, beaucoup de partenariats aussi, des collaborations en recherche et avec des entreprises agroalimentaires. Et on collabore dans au-delà de 25 pays là, avec nos chercheurs et les travaux de recherche. Alors, notre programmation scientifique vise 6 grands thèmes de recherche, mais je vous dirais que l'objectif commun, c'est vraiment l'alimentation durable. Qu'est-ce qu'on entend par alimentation durable? Bien, c'est l'accessibilité, la variété, les aliments sains, mais surtout, c'est vraiment des aliments ayant un faible impact au niveau environnemental. Donc, sécurité alimentaire, accessibilité, tout ça. Je vais parler très, très brièvement des 6 thématiques, mais je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails sur notre institut, d'aller sur notre site web, inaf.ulaval.ca. Un des premiers thèmes qui est la qualité des aliments. Dans le fond, on touche à la caractérisation nutritionnelle, sensorielle, fonctionnelle, l'innocuité des aliments pour répondre à la fois aux besoins des consommateurs, aux enjeux réglementaires et aux défis de compétitivité des entreprises.
Une deuxième thématique très importante aussi pour nous, c'est les systèmes de transformation alimentaire durable. On sait que l'industrie de la transformation est en recherche d'innovation pour répondre de plus en plus à des enjeux de durabilité. Fait qu'on travaille aussi à ce niveau-là. On travaille au niveau de l'alimentation et du bien-être. Quels sont les facteurs qui influencent nos comportements alimentaires et comment on peut adopter de saines habitudes alimentaires à long terme? Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent à ce niveau-là. La thématique numéro 4, qui est la personnalisation de la nutrition, comprendre l'individu dans sa globalité, puis essayer de trouver des traitements qui sont adaptés à cet individu-là. Par de la nutrigénomique, par exemple. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais vraiment adapter à l'individu les traitements. Le thème 5, qui est l'autonomie, la prospérité, l'accessibilité alimentaire, et finalement la thématique numéro 6, qui est la nutrition et la société. Là, c'est plus global. Ce sont les enjeux politiques, ce sont les enjeux au niveau sociétal là, qui sont plus abordés dans cette thématique-là. On peut passer à la troisième et dernière diapositive en lien avec l'INAF. Alors, notre mission, c'est de contribuer à une alimentation durable par la recherche de pointe, de la formation aussi auprès de nos étudiants, de la formation très spécialisée, transfert des connaissances, transfert des technologies. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est le soutien à l'innovation auprès des entreprises et dans la pratique professionnelle. Donc, c'est vraiment notre grande mission ici à l'INAF de contribuer à la recherche, la formation et le transfert, puis finalement l'innovation au niveau bioalimentaire. Maintenant, je vais passer le relais à ma collègue Élodie qui va vous parler de l'innovation, justement. Alors, vas-y, Élodie. Merci Louise. Bonjour à tout le monde qui nous écoutait. Donc enchantée, Élodie Bonneface, chargée de projet au service de soutien d'innovation de l'INAF. Et je travaille au quotidien aussi avec Louise, justement dans la démarche d'innovation par co-création culinaire dont on vous parle aujourd'hui. Pour introduire le sujet, en fait, on voulait vous parler un petit peu déjà du thème de l'innovation dans le secteur bioalimentaire pour se remettre en contexte. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une variété de produits, une quantité assez importante et globalement, en fait, dans le monde, il y a environ 30 000 nouveaux produits qui apparaissent chaque année sur les tablettes. Mais une grande partie d'entre eux, en fait, vont disparaître dans les 2 ans qui suivent. Donc, il y a une rotation, un développement de la variété qui est extrêmement important et rapide pour offrir vraiment une variété importante aux consommateurs. La caractéristique aussi de notre industrie bioalimentaire, c'est une industrie de type mature qui est globalement à croissance plus lente et aux investissements plus faibles en recherche et développement comparativement à d'autres secteurs de produits qui peuvent exister. Également, on n'est pas sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir, pardon, qu'on est aussi, on doit conjuguer avec des exigences vraiment au niveau de la réglementation et aussi surtout, avant tout, de la salubrité. Donc c'est des contraintes nécessaires à prendre en compte. Et puis, le consommateur, lui, qui peut parfois être un petit peu frileux au changement, mais en même temps présenter toujours des nouvelles exigences. Il va rechercher de la variété et être intéressé aussi par des produits qui sont réalisés avec certains modes de production et de transformation qui vont être notamment limiter leur impact sur leur environnement. Là, Louise le mentionnait tout à l'heure pour toute la notion de durabilité. Donc tout ça, c'est des choses qui sont davantage à prendre en compte au fur et à mesure de l'évolution des tendances et du consommateur. Et donc finalement, notre produit alimentaire, c'est finalement un ensemble de paramètres qui sont tous interconnectés les uns les autres, puis qui composent une certaine réalité qui peut être parfois complexe, mais en même temps aussi qui peut nous permettre de nous donner des beaux leviers d'innovation pour pouvoir développer des produits qui répondent donc aux attentes des consommateurs. Donc, autant sur la partie procédés, ingrédients, emballage qui composent le produit, puis toutes les
les notions qui en découlent en termes de qualité sensorielle, de possibilités d'usage, en lien aussi avec la durée de vie ou ses bénéfices nutritionnels, et puis tous les aspects aussi de durabilité de plus en plus importants dans notre réalité actuelle. Donc c'est vraiment avec ça qu'on travaille au quotidien, vous le savez, dans l'univers bioalimentaire, beaucoup de notions complémentaires. Et puis, donc, justement, pour avancer dans ce processus d'innovation et pouvoir proposer des produits qui répondent toujours mieux aux attentes des consommateurs, on a différents processus d'innovation à notre disposition. Puis on voit que quand même dans les dernières années, il y a eu une orientation nette de l'approche de l'innovation qui était auparavant, dans le passé, plutôt fermée à des nouvelles approches d'innovation, ce qu'on va appeler ouvertes, qui font appel à l'externe, en fait, au niveau de l'entreprise. Donc, traditionnellement, c'est ça, on avait accès à l'innovation, notamment via les équipes de recherche et développement, donc quelque chose d'assez centré là, sur l'interne. Mais sachant qu'on évolue quand même dans un monde qui est assez globalisé et qui va très très vite, là, je veux dire, le transfert aujourd'hui de l'information, transfert des connaissances se fait à une vitesse extrêmement rapide. Et donc, de ce fait-là, la compétition est, et vous le savez, toujours plus intense. Donc, c'est celui qui va être capable d'aller plus vite. On a aussi notre contexte du secteur bioalimentaire qui est finalement caractérisé par un tissu de petites et moyennes entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on évolue avec des réalités qui sont la réalité de ces entreprises-là et avec des moyens qui peuvent aussi des fois varier, là, dépendamment du contexte, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des grosses équipes recherche et développement dédiées pour travailler chaque jour sur l'innovation. Et enfin, il y a de plus en plus en fait, de solutions pour appuyer ce développement de l'innovation via des services en externe, avec différentes solutions de fournisseurs, d'expertise ou de centres de connaissances qui se sont développés. Donc, en fait, l'idée à travers ça, c'est de se dire comment aller chercher des leviers d'innovation qui vont nous permettre d'ouvrir notre champ de vision et les leviers qu'on peut se donner pour aller plus vite et aller plus loin dans ce processus de l'innovation. Et donc, c'est de ça vraiment qu'on veut vous parler aujourd'hui avec une approche. Il en existe beaucoup, mais sur laquelle on a pu donc expérimenter là, pour notre part dans les dernières années avec des acteurs du secteur bioalimentaire. Et donc, on parle ici de l'approche d'innovation ouverte en lien avec l'outil du Living Lab. Peut-être vous en aviez déjà entendu parler. Cette notion de dire en recherche où on va s'intéresser vraiment à observer et comprendre le comportement et tout le processus d'usage en lien avec le développement de produits ou de services. Donc, vraiment mettre l'usager final du produit ou du service au cœur de l'écosystème et de son observation pour voir un peu comment ça se passe. Donc, ça, c'est des choses qui ont été assez développées en milieu social et médical là, pour développer justement des nouvelles façons de faire. Il y a eu aussi différentes initiatives, justement, par exemple en Europe avec le Centre culinaire contemporain avec qui l'INAF avait eu des échanges à l'époque, justement pour s'approprier ces outils-là. Et à travers cette démarche de Living Lab, en fait, il y a différentes techniques, méthodologies qui sont mises en œuvre, comme le prototypage, le fait de co-créer et le fait de réaliser aussi des tests en conditions d'usage. Donc, l'approche Living Lab, c'est vraiment une méthode en tant que telle assez complète, à partir de laquelle nous, à l'INAF, on s'est inspiré pour pouvoir développer en fait une méthode qui soit adaptée vraiment au contexte du Québec et au contexte du secteur bioalimentaire pour permettre de promouvoir, donc mettre à disposition en fait de l'industrie une démarche d'innovation qui soit à la fois structurée,
mais aussi agile et surtout adapté aux besoins en fait, du milieu. Donc, un dispositif qu'on a eu la chance là, de mettre en place avec un partenariat de différents acteurs là, du Québec, notamment INVI pour la connexion aux usagers, aux consommateurs, et l'Institut de développement de produits pour toute la partie méthodologie sur les techniques en fait, de co-création, d'idéation. On a également collaboré avec l'école de design pour toute l'approche compréhension du parcours de l'usager, et enfin des experts chefs cuisiniers pour la partie vraiment culinaire. Et bien sûr, sans oublier les consommateurs qui sont l'objectif final et qui sont impliqués dès le départ. Vous allez le voir dans ce processus qu'on va vous expliquer juste après en détail. Et donc, c'est vraiment grâce à ce dispositif, à travers un programme pilote, qu'on a eu la chance d'éprouver cette méthode-là pour vraiment la façonner aux besoins des entreprises d'ici et pouvoir proposer une méthode innovante finalement pour accompagner le développement de produits. Donc, sans plus attendre, on va donc vous parler de cette fameuse approche de co-création culinaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, le co vraiment fait écho à la notion d'approche collaborative, c'est-à-dire qu'on réunit vraiment dès le début du processus de réflexion, à partir du moment où on se dit je veux développer un nouveau produit ou je veux retravailler un nouveau produit. On inclut différentes parties prenantes, dont l'usager en fait, que l'on cible pour ce produit-là, dès le début du processus. Ce qui va nous permettre, vous allez le voir, d'interagir directement tout au long du processus. Donc, l'entreprise est vraiment au contact du consommateur très rapidement dans la démarche. Ensuite, la partie création, donc ça, c'est vraiment faire appel à des méthodologies en technique de créativité. Donc, nous, on a eu cette opportunité-là de pouvoir être formés à ces méthodes de créativité et que l'on, comme une boîte à outils de techniques, que l'on est capable d'aller une boîte à outils dans laquelle on est capable d'aller piocher pour pouvoir utiliser la technique qui correspond à notre problématique du moment. Puisque dépendamment du sujet, du défi d'innovation, je dirais, on va vraiment adapter la méthodologie de création à ce niveau-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui, vous allez le voir, se passe à un moment clé au niveau de ce qu'on va appeler un atelier en fait, de co-création. Et puis, la partie culinaire, c'est vraiment ce qui fait la distinction pour donc, notre contexte du bioalimentaire. C'est-à-dire que dans la démarche de création, on va aller développer des idées. Au départ, on va poser ces idées-là sur le papier, mais on ne va pas s'arrêter au papier, on va aller jusqu'en labo culinaire, cuisine d'application, pour pouvoir, ce qu'on va appeler maqueter ou prototyper en fait, les idées. Donc tout de suite, on donne vie à ces idées-là concrètement dans la cuisine. Pour pouvoir mieux saisir en fait, les différentes caractéristiques du produit et pouvoir les bonifier en direct avec les co-créateurs qui sont présents. Vous allez comprendre ça de façon très claire avec les images qui vont suivre tout à l'heure. Donc justement, vous avez un petit aperçu en accéléré de la partie de l'atelier, donc qui est la partie centrale de la démarche, mais vous allez voir, on va vous l'expliquer après, qu'il y a tout un travail aussi en amont de cette partie-là. Donc là, c'est vraiment l'atelier qui cristallise le développement des concepts, des nouveaux concepts, donc du partage collaboratif au développement des idées jusqu'au prototypage en fait en cuisine pour pouvoir concrétiser les produits. Alors, finalement, donc cette démarche de co-création culinaire, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire autour du développement de produits et de l'innovation? Elle permet, on va vous présenter, trois exemples, comme le disait Louise tout à l'heure, pour illustrer
les différents objectifs qu'elle permet en fait d'atteindre. Donc, premièrement, on a un aspect de la notion de réinventer la proposition de valeur, par exemple, de votre cœur de métier ou de votre savoir-faire. Vous avez également la possibilité d'aller explorer des nouveaux segments de marché et des nouvelles occasions de consommation et explorer des nouveaux créneaux de marché ou de distribution différentes cibles. Donc, l'exemple en fait du projet réalisé pour l'entreprise Fumoir Grizzly illustre vraiment cette première notion là de réinventer un peu son cœur de métier, c'est-à-dire Fumoir Grizzly, l'entreprise Fumoir Grizzly qui produit donc du saumon fumé avant tout. C'est poser la question de se dire comment on peut faire consommer finalement davantage de saumon fumé. Un produit qui traditionnellement est quand même réservé à certaines occasions spéciales de consommation. L'idée, c'était de se dire comment l'amener dans d'autres moments de consommation que celui auquel on est traditionnellement habitué. Donc, pour pouvoir répondre à ce défi-là, en fait, la première étape à réaliser, c'est de bien comprendre le sujet, de se poser les bonnes questions au début du processus. Donc ça, c'est la première étape clé à laquelle il est important de prendre le temps de le faire parce que la façon dont on va poser la question au début va conditionner aussi la façon dont on va y répondre. Donc ça, c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main avec l'entreprise à partir du contexte réel de l'entreprise pour pouvoir bien cerner tout le contexte, toutes les contraintes et les objectifs attendus. Donc suite à ça, en fait, il y a toute une étape de préparation de l'atelier qui est vraiment capitale pour que l'atelier porte ses fruits après ça. Et cette étape de préparation, elle est vraiment importante puisqu'elle va nous permettre d'aller chercher toutes les données d'entrée, si on peut les appeler comme ça, les informations que l'on va introduire au début de l'atelier pour pouvoir orienter le développement des idées et des nouveaux concepts de la bonne façon. Et cette préparation-là d'atelier, elle peut consister en une étude de tendance, une étude de l'offre de la compétition. Elle doit aussi consister à aller discuter avec le consommateur, ce de différentes façons. Ça peut être par groupe de discussion, ça peut être par questionnaire en ligne, ça peut être par des entrevues individuelles, ça peut être par de l'observation sur le terrain. Donc là, il existe vraiment un panel de méthodologies assez variées que l'on va choisir en fonction, toujours une fois, de notre contexte, de notre problématique. Et ça, c'est vraiment un travail qui est facilité et rendu possible aussi grâce aux outils donc, de l'entreprise INBI qui a aujourd'hui établi une communauté de consommateurs au Québec et en Amérique du Nord qui nous permet de rejoindre de façon assez efficace les consommateurs pour leur parler directement. Et donc, nous pouvons, à la suite de ça, organiser aussi des groupes de discussion où là, on va réunir une dizaine, une quinzaine de consommateurs. On peut faire aussi plusieurs groupes en séquence pour aller vraiment comprendre les besoins des consommateurs ou leurs irritants. Par exemple, pour le saumon fumé, de se dire est-ce que si on vous servait un pavé de 100 grammes ou 150 grammes de saumon fumé, est-ce que c'est un produit, a priori, que vous seriez tenté de consommer? Sinon, pourquoi? Et là, on va vraiment voir émerger des notions importantes qui vont être super éclairantes pour notre développement d'idées par la suite. Ainsi, un consommateur peut nous informer sur le fait que la notion du goût fumé, ça va être quelque chose d'assez saturant, par exemple, et que il ne sera pas prêt à en consommer plus que telle quantité. Donc tout ça, c'est des choses qui vont vraiment être
d'importance pour préparer notre atelier. Et une fois qu'on a rassemblé toutes ces données-là, on va être en mesure en fait, de développer une structure d'atelier, donc c'est-à-dire un enchaînement d'activités, de partage d'informations et de créativité avec donc les parties prenantes qu'on va appeler les co-créateurs. Nos co-créateurs, donc c'est l'entreprise, des personnes impliquées dans le processus d'innovation de l'entreprise. Ça peut être à la fois l'équipe R&D ou marketing, mais pas seulement. Ça peut être des personnes de la production, ça peut être des personnes, je ne sais pas, du commercial ou de la logistique, dépendamment de l'intérêt à venir enrichir le processus. Et également, donc, avec l'entreprise, on va recruter donc, les co-créateurs qui sont les usagers finaux, les consommateurs, ou ça pourrait être aussi vos clients si vous travaillez en B2B. Ces co-créateurs-là sont recrutés par rapport à un profil bien ciblé de personnes avec un profil créatif développé et qui vont être aussi capables de se mettre dans la peau du persona de vos consommateurs cibles, puisque bien sûr, quand on développe ce produit-là, on le développe pour un type d'usager qu'on va appeler donc un persona, qui est une personne avec un certain profil de vie, un certain loisir, un certain contexte socio-professionnel. Et donc ça va être notre cible. Et les co-créateurs, on va leur demander de se mettre à la place de cet usager final. Et bien sûr, dans notre atelier, on convie aussi des experts en lien avec le défi d'innovation, à la fois sur la partie culinaire, mais des fois, ça peut être sur la partie nutritionnelle, ça peut être sur la partie emballage, vous le verrez dans nos prochains exemples. Donc, cet atelier, c'est 1 à 2 journées d'activités structurées qui permettent d'amener en fait, à la génération de concepts de nouveaux produits. Donc ici, dans le cas du saumon fumé, on est arrivé à une trentaine de concepts qui ont été développés, dont la moitié de ces concepts-là ont été réalisés en labo culinaire. Et de l'ensemble de ces créations, il y a vraiment 4 concepts qui ont été qui ont retenu particulièrement l'attention de la part du groupe de co-création. Et ces concepts-là, à l'issue de l'atelier, il est également possible d'aller les tester, les valider auprès d'un nombre plus conséquent de consommateurs via, par exemple, un sondage en ligne. Et donc, dans le cas de Fumoir Grizzly, vous avez peut-être vu arriver sur le marché le produit de l'effiloché de saumon fumé, qui est donc, a été concrétisé par l'équipe de Fumoir Grizzly. Avec leurs équipes R&D, ils sont repartis avec cette idée-là dans leur valise et ont pu mettre au point le produit dans leur labo R&D pour le commercialiser. Donc, vraiment une façon d'amener le saumon fumé dans un menu un peu plus du quotidien. Voilà pour le produit. Je vais redonner la parole à Louise pour vous présenter un second exemple sur ce produit. Louise, à toi la parole. Oui, merci beaucoup, Élodie. Alors, on voulait vous présenter 3 exemples d'entreprises avec qui on a travaillé et dont la démarche a été un petit peu différente en fonction de l'objectif qui était poursuivi. Alors, tout le monde, je pense, connaît cette entreprise Aliments Ouimet Cordon Bleu. Une entreprise là, qui met sur le marché qui existe depuis 1933 et qui met en marché des produits en conserve. Donc, l'objectif avec eux était assez clair. Il y avait dans le fond, il y avait un nouveau contenant qui avait élaboré. On voit ce contenant Clark là, avec un couvercle, tout ça. Donc, leur objectif était de développer des produits prêts à manger et des aides culinaires dans leur nouveau type de produit qui était un produit avec couvercle refermable et qui pouvait passer par un processus de stérilisation. Donc, c'était notre défi pour cet atelier-là. Leur clientèle au départ à cette entreprise, c'était vraiment les baby boomers, donc plus les 60 ans. Puis
ce qu'on proposait à la clientèle, c'était vraiment des produits simples, authentiques, ancrés dans la culture québécoise. Je vais passer tout de suite à la deuxième diapo, Élodie. Oui. Donc, après avoir discuté avec cette entreprise, avec Aliments Ouimet, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment d'élargir leur clientèle, d'aller rejoindre une clientèle plus jeune, donc 25 à 45 ans, et d'aller vraiment dans le prêt-à-manger. Donc, on a eu une première rencontre avec eux. Je vais peut-être un petit peu repasser la démarche que Élodie vient de vous expliquer pour vous dire exactement ce qu'on a fait avec l'entreprise dans ce cas-ci. Donc, le processus a duré environ 4 mois. Donc, de la première rencontre avec l'entreprise jusqu'à l'atelier de co-création en tant que tel. Par la suite, quelques mois plus tard, il y a eu un processus de validation. Ça, je vais vous en reparler. Mais la première rencontre avec l'entreprise, dans le fond, ça a été pour, premièrement, connaître l'entreprise pour qu'ils nous parlent d'eux. Qui était-il? Parce que c'est important pour nous de s'imprégner de qui ils sont pour pouvoir par la suite bien travailler avec eux, de leur expliquer c'est quoi notre démarche de co-création culinaire et de comprendre leurs besoins. Donc, à la première rencontre, on n'établit pas nécessairement l'objectif précis de l'atelier de co-création, mais on essaie de comprendre un petit peu quels sont leurs besoins. Donc, cette première rencontre-là a eu lieu en août 2019. Par la suite, comme le disait Élodie, notre travail à nous, c'est vraiment d'aller collecter de l'information puis pour pouvoir les rencontrer à nouveau, puis à ce moment-là, de bien déterminer l'objectif avec eux. Et dans ce cas précis, Élodie vous parlait de groupe de discussion, de focus group. Bien, c'est un peu l'outil qu'on a utilisé là, pour cet atelier-là. On a fait 2 focus group avec des foodies, des gens qui consommaient déjà des aliments prêts à manger. Mais des personnes qui en consommaient pas non plus de ces types d'aliments-là, parce qu'on voulait vraiment aller sonder quelles sont les barrières, les irritants, pourquoi ils consomment ce type de produits-là. Donc, aller récolter le plus d'informations possible pour pouvoir les analyser par la suite et présenter ces résultats-là à la compagnie pour pouvoir orienter notre objectif par la suite. Comme je vous dis, dans ce cas-ci, on a vraiment procédé par focus group, mais dans certains autres ateliers, ça a été des rencontres individuelles avec des chefs cuisiniers, par exemple, pour pouvoir vraiment connaître leur perception. Mais dans ce cas-ci, ça a été les focus group, entre autres, là, comme méthode de collecte d'informations. Par la suite, on a rencontré à nouveau la compagnie. On a pu bien définir l'objectif avec eux. Donc, notre objectif, c'était vraiment, on allait vers le prêt-à-manger. On avait 3 attentes, dans le fond. Il fallait trouver 3 catégories de produits qui pouvaient se retrouver dans leur emballage. Une première catégorie de produits qui était un prêt à manger. Donc, on ouvre l'emballage, puis on met ça au micro-ondes, puis c'est un repas en soi. Ou encore un aide culinaire, une sauce qui peut nous aider à préparer un repas, une sauce, par exemple, pour faire un poulet asiatique ou autre. Et la troisième idée, c'était un accompagnement. Par exemple, un féculent, un riz, un couscous qui permettait d'accompagner un plat. Alors, on a préparé cet atelier-là. L'atelier a eu lieu en 1 journée et demie, dans le fond. Donc, comme le disait Élodie, ça peut être sur 2 jours, 1 journée et demie, 1 journée. Ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise, jusqu'où on veut aller et tout ça. Mais dans ce cas-ci, ça a été sur 1 journée et demie. Donc, une demi-journée où on a fait plutôt de l'idéation. On a été dans un processus où on sortait les idées, tout ça, puis on a des méthodes pour permettre aux co-créateurs de vraiment pousser leurs idées au maximum. Donc, ça a été la première demi-journée. À la fin de cette demi-journée-là, on se réunit à la fin de la journée avec les gens de l'entreprise pour voir si on est bien orienté, si le lendemain matin, on doit réorienter un petit peu les co-créateurs. Donc, ça nous permet de vraiment
voir si on est dans la bonne direction. On peut même faire de la validation avec INBI au bout de cette première demi-journée d'atelier-là, de valider un petit peu les idées qui sont sorties, de faire des sondages par voie électronique là, avec la plateforme INBI. Donc, le lendemain, ça a été vraiment l'atelier de co-création culinaire, donc d'y aller vraiment, ça a été sur une journée complète. C'est des grosses journées, je vous dirais. Alors, on continue notre idéation, on pousse les idées un petit peu plus loin, puis l'après-midi, on va vraiment en cuisine pour prototyper, conceptualiser nos idées. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et voilà un petit peu des exemples là, de photos qu'on prend. On essaie vraiment de garder des souvenirs de ces journées-là. Puis l'entreprise aime bien repartir avec des images et qu'on intègre beaucoup à nos rapports qu'on soumet aussi à l'entreprise à la fin du processus. Donc, puis je vous dirais que pour l'atelier aussi avec Aliments Ouimet, on est allé en validation quelques mois plus tard. Alors, on a validé les concepts qu'on a conceptualisés lors de l'atelier. Ça s'est fait 4 mois plus tard. Donc, moi et Élodie, on a monté un sondage qu'INBI, par la suite, via sa plateforme, a passé à 200 personnes, là, clientèle cible, pour pouvoir voir un petit peu leur intérêt par rapport aux concepts qui ont été élaborés. Donc, ça a été notre atelier avec Aliments Ouimet. Je te repasse la parole, Élodie, pour que tu parles de notre troisième entreprise. Merci, Louise. Donc, on suit le fil sur notre troisième exemple. On a parlé de pas mal du produit, du contenu. Là, on vient de parler du contenant. Et on était vraiment sur de la création de nouveaux produits. Mais également, cette démarche de co-création peut aussi s'appliquer à des produits qui sont déjà préexistants ou un produit qui aurait comme déjà été pré-développé, mais peut-être pas encore lancé sur le marché. Et donc, cette démarche-là d'innovation par co-création culinaire, c'est un outil qu'on peut aussi tout à fait mettre en œuvre pour capter les perceptions du consommateur, parce que c'est une vraie opportunité de discuter en direct avec vos usagers cibles. Et c'est vraiment d'ailleurs un des points forts, je dirais, de cette approche-là qui nous a souvent été remonté par les différentes entreprises qui ont eu l'opportunité d'utiliser cette méthode-là comme vraiment la plus-value de la méthode. Et, donc également, l'objectif peut être de définir le positionnement du produit. Donc comment est-ce que ce produit-là, on le situe sur le marché pour s'assurer que ça soit bien aligné par rapport aux besoins du consommateur et de comment il va être perçu par le consommateur. Définir dans quel rayon le produit devrait être positionné ou avec dans quel type de catégorie de produit, etc. C'est vraiment des choses qu'on peut aller étudier. Et puis également, c'est l'opportunité de pouvoir développer finalement les bases du message ou de la communication puis de l'image de marque qui vont être associées au produit. Donc, nous, on ne va pas jusqu'à la fin de l'étape, mais ce travail-là, le processus, peut vraiment donner des pistes intéressantes pour qu'après, l'entreprise ou son agence de marketing puisse concrétiser, je dirais, la partie image. Donc, c'est quelque chose qui a été fait donc, en lien avec l'entreprise Nutrinor pour un de ses produits en développement. Et donc là, on a eu un processus un peu plus court dans le sens où on a été vraiment focalisé sur l'approche de l'atelier pour comprendre autour du produit en question quelles étaient les catégories de produits de l'univers considérés, ramener un certain nombre d'informations aussi. Puis l'atelier, justement, à lui, je vais vous montrer les images tout de suite sur l'étape d'après pour illustrer ça, a vraiment plus consisté là à aller chercher le retour du consommateur sur donc des prototypes de produits qui étaient déjà en fait prédéveloppés par l'entreprise. Donc là, on a eu vraiment plus une partie sensorielle, puis test et dégustation approfondie qui a permis vraiment de faire en sorte que les co-créateurs
les consommateurs comprennent le produit, se l'approprient et puissent faire un retour en direct. Et à partir de ça, de pouvoir projeter le produit dans un contexte d'usage et de développer plusieurs scénarios. Donc ça, c'est vraiment une approche qui a été possible avec le partenariat avec l'école de design pour justement cette dimension de bien comprendre le processus de consommation et d'usage par le consommateur. Donc là, ça s'est passé un petit peu moins dans la cuisine que sur nos exemples précédents, mais beaucoup avec justement des outils en lien avec le contexte de consommation et aussi beaucoup des outils en lien avec le positionnement par rapport aux catégories de produits, à la compétition, bien comprendre aussi quels sont les autres produits qui sont présents sur le marché. Et donc, en fait, à l'issue de cet atelier-là, on a pu aboutir vraiment à valider donc, les produits d'un point de vue sensoriel. Telle entreprise a pu vraiment voir quels étaient les produits qui remportaient un franc succès et pourquoi, et à l'inverse, ceux qui étaient un petit peu boudés. Ça a permis de bien comprendre dans quel contexte ce produit-là pouvait s'envisager dans la consommation. Est-ce que c'est plus un produit pour le matin, en dessert, en collation? Donc ça, c'est toutes des choses qui ont été explorées avec les co-créateurs. Donc on a retracé vraiment différents parcours de consommateurs. Et enfin, tous ces éléments nous ont permis d'aller extraire, développer en fait des éléments pour venir élaborer la personnalité, la promesse autour de ce produit-là, puis des bases là, en termes de vocabulaire, en termes de couleurs, en termes d'image, en lien avec l'identité possible de la marque. Donc voilà, ce troisième exemple était vraiment pour vous illustrer encore une autre facette de cette approche de co-création culinaire, mais qui repose vraiment en fait sur la force et la valeur ajoutée d'avoir réuni au même endroit et au même moment les différentes parties prenantes en fait pour le processus innovation et de valider plutôt que trop tard en fait comment le produit et le concept de produit peut répondre à des besoins réels en fait des usagers. Donc en synthèse, cette approche de co-création culinaire permet vraiment d'être développée sur mesure. Ça, c'est bien important. On a une méthodologie, mais à chaque fois, elle est vraiment adaptée par rapport au contexte de l'entreprise et par rapport à sa problématique d'innovation. Elle permet aussi de repenser ou d'améliorer des produits existants. Et au-delà de ces objectifs, je dirais, prioritaires, c'est également une approche qui nous permet d'aller développer des nouvelles idées pour alimenter votre plan d'innovation. Ça permet aussi de mettre en place et d'adapter son processus d'innovation, d'innover d'une autre façon et d'avoir également une meilleure compréhension des besoins et des attentes de votre clientèle cible. C'est quelque chose qui est valable vraiment autant pour les produits qui sont ciblés pour le détail, mais qui pourrait très bien s'appliquer aussi pour des développements en B2B ou pour tout le contexte du HRI. Donc, ce qu'on vient de vous présenter, on vous a présenté 3 exemples sur lesquels on avait les autorisations de communiquer. Mais le programme a été testé et éprouvé là, dans le programme pilote par plus de 8 entreprises bioalimentaires québécoises. Puis on a eu l'occasion là, de refaire aussi d'autres projets plus récemment avec donc des entreprises du Québec. Je ne les passerai pas en détail, mais pour vous qui aurez l'occasion peut-être de retourner sur le support, voici ici donc quelques témoignages des entreprises qui ont participé et qui font ressortir par exemple le fait que c'est une méthode aussi qui peut bousculer parfois, qui peut vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est là-dedans que réside vraiment toute sa puissance pour aller plus loin, sortir de la boîte, comme on peut le dire, et se doter de nouvelles possibilités d'innovation. J'espère que vous êtes toujours avec nous puisqu'on vous avait réservé une petite surprise en images après le détail.
on vous propose de regarder une vidéo qui a été donc tournée par l'émission L'épicerie lors de l'atelier avec Fumoir Grizzly. Et vous allez voir donc que en images, tout de suite, vous allez comprendre en l'espace de 5 minutes comment ce processus-là se met en œuvre. Élodie, juste avant que tu démarres la vidéo, peut-être juste vous signifier que si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le chat. Et puis, ça nous fera vraiment plaisir à Élodie et moi d'y répondre. Si on a du temps, on pourra peut-être y répondre à la fin de la présentation. Sinon, on pourra vous écrire, là, puis vous pourrez discuter avec nous là, suite à cette présentation. Alors, je te laisse aller, Élodie. Merci, Louise. Dans l'industrie alimentaire, le développement d'un nouveau produit demande beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Mais il y a maintenant un centre d'innovation à l'Université Laval qui aide les entreprises à accélérer ce processus. Notre mandat, c'est de rendre le saumon fumé dans le menu de la semaine, donc menu de tous les jours. Vous êtes à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval, dans le complexe en fait d'innovation en création culinaire et alimentaire. Qu'est-ce que ça vous dit, menu de tous les jours? Facile. Rapide, facile. Donc, dans un atelier de co-création culinaire, ce qu'on souhaite, c'est réunir des gens de l'entreprise et idéalement de différents départements de l'entreprise pour qu'ils puissent avoir tous une vue d'ensemble. On réunit après des consommateurs. Le principe, c'est vraiment de faire participer l'usager à toutes les étapes du processus de création du produit. Ces consommateurs gourmets sont au centre de ce laboratoire vivant d'où sortira des idées de produits à commercialiser qui répondent aux besoins des consommateurs. C'est des gens de milieux divers, c'est des foodies, c'est des pères et des mères de famille. Donc, ça représente vraiment la clientèle cible qu'on voulait avoir. L'aspect santé, on parle des protéines, des oméga 3, là, tu sais, Inspirés de pratiques qui ont été éprouvées en Europe, les participants débuteront par un atelier d'idéation. Là, vous me donnez des idées de choses qu'on fait avec du saumon. L'atelier débute par un remue-ménage autour des produits à développer pour la compagnie invitée aujourd'hui, les Fumoirs Grizzly. L'entreprise désire développer de nouveaux produits afin de répondre aux besoins d'une famille type. Ici, c'est la famille Côté. C'est l'avenir parce que le prêt-à-manger, là, dans les épiceries, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tout le monde, on est pressé aujourd'hui. On va avoir des choses vite faites et bonnes, saines. Fait qu'en faisant des projets comme aujourd'hui, on est capable de mettre de l'avant, justement, des produits avec ces critères-là. L'idée, là, c'est que vraiment notre saumon... Après cette journée d'idéation, l'entreprise place des balises afin d'orienter le travail des participants. Les idées d'hier, on les a un petit peu réorganisées. À leur arrivée le lendemain, on leur demande de développer un produit surgelé. Là, le produit fini qu'on vous demande d'imaginer, c'est pas la quiche dans le rayon, c'est un produit de saumon qui va aider le consommateur à faire une quiche à la maison. Ils doivent aussi éliminer certains ingrédients dans la préparation. Alors, sans arachide, sans noix. On avait éliminé certains allergènes. Mais on ne voulait pas trop en mettre parce que plus on met des freins, bien, l'imagination est plus freinée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est comme un cube en fait de cuisine qui va fondre avec une pâte de saumon. En cuisine, on laisse libre cours aux expérimentations les plus folles. Nous, on fait un pogo. L'objectif, c'était que ça soit amusant pour les enfants, pour manger du saumon fumé et tout ça. Appuyé de chefs facilitateurs, on mettra à l'essai les idées les plus éclatées et on réinventera certains plats connus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait intervenir des gens qui vont être les usagers des produits. Donc, ils les manipulent, ils les cuisinent. Fait que ça nous permet de voir, nous autres, comme entrepreneurs, comment ils vont réagir en utilisant le produit, puis d'amener des correctifs tout de suite. En entreprise, le développement de produits alimentaires coûte très cher et peut prendre jusqu'à 2 ans avant la mise en tablette. La co-création culinaire permet d'y arriver plus rapidement. Le développement d'un produit est beaucoup moins long. Vu qu'on est directement avec l'usager, ça nous permet de voir sur le marché, est-ce que c'est un produit qui va être viable? Est-ce que c'est quelque chose que les gens vont acheter et qui vont aimer? On paie pour être ici, mais malgré tout, le prix en vaut l'investissement parce qu'on va ressortir d'ici avec environ 12 projets possibles pour une bagatelle, là, un prix vraiment pas énorme.
Lancé il y a 1 an avec l'aide financière du gouvernement du Québec, le programme a réalisé 5 projets avec des entreprises de tailles très différentes. Ça peut être de la grosse entreprise qui veut vraiment alimenter finalement son réservoir d'idées ou qui veut aller valider des choses auprès du consommateur, comme de la petite ou moyenne entreprise qui voudrait s'adresser à un marché très, très spécifique. Et puis, ça peut aller également au niveau de l'entreprise en démarrage. Est-ce que vous trouvez ça réaliste, ce qui est en train de se réaliser ici aujourd'hui? Oui, bien, c'est une de mes craintes, d'avoir des affaires un peu trop, soit impossibles, soit trop longs à réaliser. Mais non, c'est vraiment des trucs relativement simples, mais avec vraiment leurs touches personnelles. Les produits proposés sont variés. Gazpacho, salade de quinoa, brochettes, tacos de saumon effiloché ne sont que quelques exemples. Est-ce que vous pensez qu'il y a un produit que la famille Côté aimerait acheter? J'ai beaucoup aimé le pogo. Ça permettait que les enfants participent à l'élaboration du mets principal. Donc ça, c'est vraiment un produit intéressant pour une famille, là. L'entreprise envisage que dans la prochaine année, elle pourra probablement réaliser 1 ou 2 créations issues de l'atelier. Et peut-être en verrez-vous d'autres dans les comptoirs des supermarchés dans le futur. Excusez-moi, on va... Voilà pour la vidéo donc, qui vous a dévoilé vraiment de l'intérieur le cœur là, de l'atelier de co-création culinaire, mais qui est donc en 5 minutes par rapport à la journée et demie de développement. Louise, je vais repartager l'écran pour te laisser conclure sur ce qui s'en vient en fait pour la co-création culinaire dans les prochaines semaines. Parfait. Alors, je vais vous parler de notre fameuse tournée de co-création culinaire. Tu pourras compléter, il a dit, là, si j'oublie des choses. Alors, l'INAF a décidé de se déplacer en région pour permettre au plus grand nombre possible d'acteurs du secteur agroalimentaire de connaître ce processus unique d'innovation par co-création culinaire, puis surtout de vous faire vivre vraiment cette expérience, puis toute la démarche en accéléré. Donc, on a ciblé quelques régions au Québec. Le Saguenay est une des 4 régions ciblées. Donc, on vous invite le 26 avril prochain à participer à cet atelier d'une durée d'une journée. Là. Tu peux passer à la prochaine, là, Élodie. Donc, dans le fond, on vise vraiment tous les acteurs du secteur agroalimentaire, que vous soyez producteur, transformateur, restaurateur, petit entrepreneur, chef cuisinier dans une institution, en restauration. Puis quand on parle d'entrepreneur aussi, tout à l'heure, Élodie en a glissé un mot, là, ça peut être tous les niveaux hiérarchiques là, dans l'entreprise, à la fois des gens en recherche et développement, marketing, etc. Là. Donc, vous êtes les bienvenus de participer là, à cet atelier-là. C'est vraiment une chance unique de connaître, là, comprendre toutes les étapes du processus, de vous mettre dans la peau du co-créateur. Dans le fond, on va vraiment vivre une expérience. Là. On est associé, dans le fond, un qui soutient notre activité de tournée de co-création, c'est la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Donc, ça sera une activité orientée vers les œufs. Donc, vous pourrez vraiment vivre de A à Z, mais de façon accélérée toute cette démarche de co-création culinaire. Donc, je ne sais pas, Élodie, si tu as quelque chose à ajouter. Nous, on a ciblé une date au mois d'avril. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous voulez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec moi ou Élodie, ou même avec Isabelle là, du créneau là, qui pourra vous donner de plus amples informations là-dessus. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Louise, pour conclure, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Puis on remercie Informafair et l'équipe du Créneau Boréal pour cette opportunité de venir vous présenter la co-création culinaire. Oui, merci beaucoup, Élodie et Louise, pour la présentation. En effet, on est partenaire avec le CFP Jonquière, la table agroalimentaire,
pour l'organisation d'un atelier formation dans la région, sachez qu'on va faire circuler un sondage pour valider l'intérêt au préalable parce qu'on devait organiser cette journée-là préalablement à l'automne. Malheureusement, faute d'inscription, on a dû annuler. Avec les mesures sanitaires aussi, ce n'était pas évident. Là, considérant l'allègement progressif, le plan de déconfinement, on peut puis aussi voir l'intérêt du milieu pour la participation à l'atelier. Donc, on prévoit d'organiser tentativement un atelier le 26 avril. On va vous faire circuler l'information, comme je vous le mentionnais, pour voir s'il y a suffisamment de personnes intéressées pour tenir l'activité. Donc, restez à l'affût de vos courriels. Ceux qui s'étaient inscrits, on va vous le faire parvenir, puis on va le faire circuler aussi dans nos plateformes de communication pour que d'autres personnes aient l'occasion, elles aussi, de pouvoir manifester leur intérêt. Encore une fois, merci beaucoup, Élodie et Louise. Je remercie également nos partenaires pour qui rendent possible les activités Informagro, c'est-à-dire Informaffaires, mais également le réseau Agri-Conseil. Je vous invite également à consulter le site web du Créneau, soit pour consulter les activités Informagro qui sont antérieures, parce que chacune d'entre elles sont enregistrées et sont par la suite disponibles sur le site du Créneau, ainsi que sur le site d'Informaffaires sous forme de chronique. Vous pouvez également voir les activités à venir de la programmation et vous y inscrire. Donc, la prochaine aura lieu le 15 mars avec le Centre québécois de développement durable qui va vous présenter un nouvel outil pour évaluer, améliorer et communiquer ses pratiques de développement durable. Donc, l'outil qui s'appelle l'Activateur. Donc, merci tout le monde pour votre participation. Puis, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations ou encore pour nous suggérer des sujets pour de prochaines activités Informagro. Okay. Ça complète la formation de l'activité d'aujourd'hui. Merci Isabelle. Merci. Merci à tous.